Chères auditrices, chers auditeurs, nous avons l'immense plaisir de vous retrouver ce soir pour le rendez-vous incontournable de la jeunesse juive engagée, RJM, Radio Jeunesse Marseille. Le talk show d'opinion et de débat parfois musclé où nos chroniqueurs défendent leurs idées, leurs points de vue, leurs positions, toujours diverses et variées. Au menu de notre émission, c'est de l'actu, des débats, des coups de gueule, des infos, mais surtout des chroniques choisies et préparées par nos chroniqueurs, maintenant aguerris. Des micros toujours plus nombreux autour de cette table extensible pour accueillir la parole des jeunes qui traitent des sujets qui nous concernent. Le média de la liberté d'expression pour la jeunesse militante et engagée, fédéré par le Fonds social juif unifié, le FSJU. Bonsoir à tous, je suis Benjamin Sidbon, coordinateur sud-est pour le Fonds social, et ce soir RJM, Radio Jeunesse Marseille. Chers amis, très heureux de vous retrouver ce soir pour cette émission encore une fois très dense. On présentera les chroniqueurs autour de cette table. Ils n'ont pas changé, on les connaît tous quasiment. Donc ça ira vite ce soir, on ne fera pas 10 minutes de présentation comme à notre habitude. Nous aurons une minute coup de gueule par Eden ce soir, qui a décidé de nous parler des otages israéliens et surtout de cette stratégie du Hamas. Un débat qui est encore plus d'actualité parce qu'on n'arrive même pas encore aux tenants et aux aboutissants de cette affaire. Mais on va parler de l'ultra-droite en France, mais surtout en Europe. On aura une minute culture, préparée par Lisa. Une minute... Pic d'audience. Ah ouais, d'accord. Préparée par Léo, qui viendra sur un sujet qu'on aurait dû préparer ce soir, mais dont on a changé au dernier moment. Une minute e-sport. Nathan nous fera du français, le champ lexical. Le champ lexical de l'e-sport. Une minute food, préparée par Eva. Et enfin, une minute promo, présentée comme habituellement, comme vous en avez l'habitude dans chaque émission. Alors les amis, présentation très rapide des chroniqueurs autour de la table. On peut être galant ce soir. Lisa, bonsoir. Bonsoir. Qui es-tu ? Je suis Lisa. Super. et voilà. Ça, c'est vraiment une présentation de chômeur. Je suis étudiante en droit, pardon. Wow. Ça revient au sujet de ce soir. Très bien. Je vais refaire. L'ultra. Ça va. Ouais. Et voilà. Et du coup, voilà. Super. Merci beaucoup pour cette super présentation de toi, Lisa. On comprend ton célibat. Rachel, bonsoir. Bonsoir. Qui es-tu ? Alors, je suis Rachel, je suis étudiante en 3e année de droit, secrétaire générale de l'UEJF et également VSC au FSJU. Voilà. Très bien. Au moins là, pour le coup, c'est bien préparé. Eva, bonsoir. Bonsoir. Qui es-tu ? Je suis Eva, j'ai 24 ans et je suis toujours chargée de com. Voilà. Parfait, très bien, clair, succinct, j'aime bien. Jonas, le plus efficace d'entre nous. Bonsoir. Qui es-tu ? Je m'appelle Jonas Seraf et je suis comptable. Voilà. Ok, très bien, il n'y a pas le temps. Noah, bonsoir. Comme dans votre camp. Bref, pardon. Bonsoir, moi c'est Noah, j'ai 23 ans et je suis toujours photographe en devenir. Très bien, toujours en devenir, très bien. Eden, bonsoir. Bonsoir, Eden. Le diplômé, je crois. Voilà, présidente de l'UEJF Marseille et trésorière et secrétaire générale de la section Florida. Très bien, Toujours. super, qui restera avec nous bien évidemment toute l'émission. Léo, bonsoir. Bonsoir, Léo Benamou, 25 ans. Et donc moi, je suis multifonction, marketeur, influenceur, commercial, futur parisien aussi. Oula, ouais. Aurait-on accepté une offre d'emploi ? Sûrement. Oula. Du coup, voilà. Très bien. Et tu n'es pas aussi président d'honneur d'une certaine association ? Si, j'étais, mais pour moi, c'était évident, tout le monde le savait. Ah, ok. Ah, je croyais que tu allais dire c'est pas important. Non. Très bien. Vas-y. Parfait. Nathan, bonsoir. Bonsoir, Nathan Super. Sperling, 25 Merci ans. d'être là ce soir, de faire en sorte que ces micros marchent. Oui, évidemment, comme toujours, je suis très efficace. Je suis étudiant en journalisme. Ouais, bah oui. Étudiant en journalisme, en VSC au FSJU et surtout journaliste à Radio JM et correspondant à la Provence. Super, bravo monsieur, merci pour ces présentations chers amis. Je vous propose qu'on passe immédiatement à la minute coup de gueule. La minute coup de gueule. Eden, tu as décidé de revenir sur une stratégie de communication suite à la libération des otages israéliens. Ah oui, puisque vous savez que des innocents israéliens sont libérés par le Hamas depuis jeudi, mais je m'interroge quand même, est-ce qu'il existe une réelle proportionnalité entre les libérations du Hamas et celles israéliennes ? On va tout d'abord commencer par des chiffres concrets, un Israélien pour 3 Palestiniens, mais qui sont ces Palestiniens ?
Parlons d'Isra Jabis, condamné à 11 ans de prison pour avoir fait exploser une bonbonne de gaz transportée dans le coffre de sa voiture. Ou alors de Mara Bakir, condamné pour avoir tenté de poignarder un policier à Jérusalem. Ou encore Hanan Salah Abdallah, arrêté pour exercer des activités liées au Hamas. 3 terroristes voulant commettre un attentat suicide, l'autre un assassinat, ou encore une autre en lien avec des activités terroristes ont été libérés. Et tout ça pour assurer la revenue d'un seul otage innocent israélien, pris en captivité seulement parce que juif. Et ça, pour les 240 otages. Ou devrais-je dire 200 otages. Car oui, 240 personnes ont été prises en otage, mais par qui ? Le Hamas, accusé à juste titre, est-il le seul responsable des prises d'otages ? Depuis vendredi 24 novembre, le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas a permis la libération d'une 50aine d'otages. Il en reste donc un peu moins de 200. Et pourtant, nous venons d'apprendre qu'il se trouve que 40 otages ne seraient pas entre les mains du Hamas, mais des civils, et que le Hamas même ne saurait les retrouver. Une tentative pour prolonger le cessez-le-feu à son paroxysme, ou bien un moyen de ne plus établir la culpabilité du Hamas sur le refus d'un cessez-le-feu. On a ouï dire que tous les civils ne sont pas le Hamas, et je suis personnellement d'accord. Seulement, tous les civils ne sont pas innocents. La preuve en est que des centaines se sont joints aux attaques du Hamas du 7 octobre. Oui, des civils ont participé à la crémation de civils, à l'exécution d'enfants, à la prise d'otages, à des viols, à des mutilations, mais seulement envers des personnes parce que juives. Car oui, je souhaite le rappeler, le Hamas cible les juifs. Revenons à l'article 7 de la charte lors des élections de 2007, dans laquelle est citée une parole de l'apôtre de Dieu. L'heure ne viendra pas avant que les musulmans n'aient combattu les juifs, c'est-à-dire que les musulmans ne les aient tués, avant que les juifs ne se fussent cachés derrière les pierres et les arbres et les pierres derrière les pierres et les arbres, et que les pierres et les arbres eussent dit, musulmans, serviteurs de Dieu, un juif se cache derrière moi, viens et tue-le. Mais le Hamas, à son image de dictature propagandiste, est revenu sur ces paroles dans sa nouvelle charte de 2017, affirmant alors en son article 16 que le Hamas s'oppose aux projets sionistes et non pas aux juifs en raison de leur religion. Une preuve de plus que ce mouvement terroriste a seulement pour dessein la propagande mensongère pour arriver à ses fins en toute légitimité, tuer du juif. Bravo. Effectivement, on a depuis quelques jours un petit cessez-le-feu et certains des otages israéliens reviennent au pays, mais finalement on libère, comme tu le disais, Eden, des otages, non pas des otages, mais des prisonniers du Hamas. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Israël, selon vous, de libérer ces gens-là qui sont souvent coupables d'attentats, de meurtres ou alors même de tentatives et qui ont échoué au dernier moment ? Finalement, en fait, on essaie de tuer des terroristes, mais en fait, on en relibère à côté. Donc non, c'est clairement pas... Oui, mais à côté de ça, il y a des otages qui sont détenus à Gaza qui n'ont rien demandé à personne. Mais c'est pour ça. Non, mais moi, je suis d'accord. Moi, je suis pour la libération des otages, mais à 100%. Mais du coup, ça fait que on tue des terroristes pour en remettre d'autres. Et on va dire que c'est le dommage fatal, je sais pas. Hier en plus on a eu trois Français qui sont en fait des mineurs qui ont été libérés et encore des franco-israéliens et qui ont été libérés par le Hamas. C'est marrant qu'on se focalise toujours sur la nationalité des libérés, comme si c'était plus important que ça soit des Français que ça soit des Israéliens ou des Juifs ou des enfants. C'est juste qu'on est en France, donc ça concerne. La France est davantage concernée par la libération de ses otages. Maintenant, en Israël, je pense pas qu'à chaque fois ils disent il y a telle nationalité, telle nationalité, telle nationalité. C'est juste que nous, ça nous concerne plus. Mais franchement, grâce à la médiation au Qatar, parce que c'est une réalité, on s'en sort plutôt pas mal. On est loin de Gilad Shalit, où on a libéré plus de 1100 prisonniers. Ou 1500 prisonniers à prendre avec des pincettes encore cette information. Oui, non, mais c'est juste que j'ai plus de chiffres là pour le coup. Ça fait longtemps qu'on a libéré Gilad Shalit. Où on a récupéré finalement une seule personne pour 1500 prisonniers, 1500 terroristes. Là c'est le ratio de 1 pour 3. Non, évidemment, mais là, le ratio, il est de 1 pour 3. Et en plus de ça, on a la médiation avec le Qatar, sachant que le Qatar arrive à des fois un peu appuyer pour Israël et taper un peu sur les doigts du Hamas. Donc,
Franchement, taper sur du Hamas, mais ils ont quand même les chefs là-bas qui sont bien dans les plus beaux. J'ai pas dit inverse. Les plus belles maisons. Donc, oui, c'est le Qatar moyen quoi. C'est une réalité, mais c'est le Qatar mais qui finance ils font le Hamas à la base quoi. Oui, mais ils veulent être la Suisse du Moyen-Orient. Pour l'instant, ils y arrivent. Non, mais oui, mais bon, faut pas oublier c'est quoi le Qatar quoi. Ah évidemment, on n'oublie pas. C'est loin d'être nos amis. Oh. Bah, d'ailleurs, c'est toi qui vas prendre ton abonnement au Parc des Princes. Moi Ouais. Léo. Ça veut pas dire que je vais trahir ma ville, hein, t'inquiète pas, sur mon abonnement à l'OM. Non, moi j'allais dire ce qu'il allait dire Nathan par rapport aux négociations. Après, Eden, pour répondre à ta question, malheureusement, enfin à ton affirmation plutôt, tu libères des terroristes, mais comme elle a dit Rachel, tu libères des otages qui n'ont rien fait. Mais j'ai jamais dit le contraire, pardon. Après, tu comprends. Non, je disais qu'en fait, le seul moyen de négociation, malheureusement, c'est sur un échange d'hommes. Aujourd'hui, ces gens-là, on les a libérés, mais crois-moi, on va les suivre à la trace, etc. C'est le rôle aussi d'Israël. Elle n'a pas fait ça pour rien. Elle a déjà calculé elle a déjà une pierre d'avance, tu vois. Un coup d'avance, pardon. Il me semble que. Un coup d'avance. Un coup d'avance. Il me semble qu'une personne qui a été relâchée pour Gilad Shalit a été une des personnes qui a commandité. Donc en fait, finalement, on va juste, on se met juste une balle dans le pied, même si c'est bien pour les otages. Mais on sait très bien que ces gens-là vont recommencer. Oui, mais après, de toute façon, la finalité, aujourd'hui, on libère ces personnes-là qui proviennent de Gaza, etc. La finalité, c'est qu'aujourd'hui, Israël ne veut plus s'occuper de Gaza, ne peut s'associer à Gaza. C'est-à-dire qu'une fois que la guerre est finie, on veut se détacher carrément de Gaza. Donc ces gens-là, finalement, voilà. Oui. Donc c'est plus, on rend ce qui est à César est à César, et on leur rend leurs individus et leurs... Sur cette belle phrase, je pense qu'on peut terminer cette minute et les amis, passer au débat. Le débat. Les amis, ce soir, on va travailler sur un sujet vraiment d'actualité, l'ultra-droite, nouveau danger européen. L'ambiance était lourde, mercredi 22 novembre à Romans-sur-Isère dans la Drôme, où près de 6000 personnes ont participé à une marche blanche en hommage au jeune Thomas, tué le week-end dernier. L'adolescent de 16 ans a reçu un coup de couteau en marge d'un bal qui a viré au cauchemar dans le village de Crépol, après une bagarre d'une violence inouïe, a raconté Marie-Laure Pesant, la porte-parole de la gendarmerie nationale sur France Info. Le jeune Thomas a été mortellement poignardé par un groupe d'individus. On parle d'un village peuplé de 400 personnes, où il y a eu une marche blanche donc de 6000. Certains membres des groupuscules d'extrême droite qui ont mené une expédition punitive xénophobe à Romans-sur-Isère dans la Drôme le week-end dernier disposaient d'une liste détaillée des suspects dans l'enquête sur la mort de Thomas, poignardé à la fin du bal, comme le rapportaient France Info et France Bleu. Une semaine après la mort de cet adolescent de 16 ans, des dizaines de militants d'ultra-droite se sont retrouvés à Romans-sur-Isère, dans le quartier de la Monnaie, d'où sont originaires une partie de ces individus, de ces suspects. Donc encore une fois, avec une liste presque exhaustive des personnes qui étaient suspectées. Hier encore, un défilé d'ultra-droite a eu lieu à Lyon, groupuscule néo-nazi, la division Martel, qu'on ne présente plus, mais le plus alarmant, qu'elle ne soit toujours pas dissoute aujourd'hui et qu'elle défile dans nos rues. Ainsi, la question qu'on va se poser ce soir, c'est devons-nous craindre la montée de l'ultra-droite dans nos sociétés ? Et pire, est-ce qu'on va devoir craindre la descente de cette ultra-droite dans nos rues ? Alors, je vais vous poser peut-être la première question. Pourquoi ce meurtre dans un village de la Drôme où il y a 400 individus interpelle autant, alors que par exemple à Marseille on a un mort par jour dans des règlements de compte où il y a de la drogue, etc. Alors moi je peux poser une question inverse. Pourquoi le meurtre de Thomas n'est pas autant médiatisé, ne fait pas autant ne procure pas autant d'alignation à tout le monde comme ça l'a été par exemple pour Naël ou pour d'autres. Voilà, je pose cette question un peu à tout le monde. Tu trouves qu'il est pas assez médiatisé ? Non, parce que moi je trouve que la seule différence c'est que juste les gens descendent pas foutre le bordel dans la rue et je trouve pas que ce soit une chose mal parce que non, moi je trouve que c'est médiatisé parce que du coup il y a eu ces manifestations qui ont mal tourné, qui étaient moi je défends pas ces manifestations bien sûr, mais c'est parce que il y a ces personnes qui sont dans la rue qui font du coup des ratonnades, des choses à déplorer et à condamner, que on en parle, que l'opinion se mobilise. Pour Thomas, il n'y a pas eu des Mbappé, il n'y a pas eu des Omar Sy, il n'y a pas eu des Mélenchon qui ont fait leur petit message pour Thomas, comme ça a été pour Naël par exemple. Ta question est très juste, parce que quand même on fait le parallèle avec la mort de Naël, parce qu'on a eu des émeutes dans la rue pendant des jours et des jours, on a tout pété.
Mais Naël, c'était un délinquant. Rappelons-le quand même. Bah, ça, et surtout qu'il a été tué par la police, quoi. Donc la différence, c'est que là, c'est moins médiatisé parce que c'est pas un crime commis par... Il y a plusieurs choses pour le coup, pour la couverture des médias. Elle est la même pour le coup. La couverture des médias est la même que celle qui a été faite pour Naël. À la seule différence que pour Naël, les répercussions de sa mort ont été tellement énormes que les gros titres, ça a été que ça pendant 2 semaines. Et c'est les répercussions qui ont fait que la médiatisation de l'événement a été énorme. Alors peut-être je me suis mal exprimé. Alors que ça a été médiatisé, ok. Mais pourquoi les réactions n'ont pas été les mêmes ? Ah voilà, oui, ça je suis d'accord. Pourquoi les réactions par certaines personnes n'ont pas été les mêmes ? Pourquoi la réaction des Français n'a pas été la même pour Naël qu'aujourd'hui pour Thomas ? C'est parce que je pense qu'il y a une majorité silencieuse qui se tait aujourd'hui et qui n'a pas envie de descendre dans la rue, qui n'a pas envie de montrer leur mécontentement, physiquement parlant, mais seulement par le vote. En fait, moi je pense que ça va être ça. Attends, je finis. Okay. Désolé. Et juste, je veux revenir sur Martel et toutes les manifestations slash ce qu'on peut appeler pour certains des ratonnades d'extrême droite. Ces gens-là sont des groupuscules qui étaient là pour foutre le bordel, pour être plus cru, qui étaient là pour casser de l'arabe. Voilà, on va être très cru aussi. Sachant que Martel, là, Gérald Darmanin a demandé la dissolution de Martel. Enfin. Aujourd'hui même. Donc le 28. Le 28 novembre. Et que ces groupuscules d'extrême droite, eux, font monter l'insécurité en France. Et que, à aujourd'hui, si les gens ne se mettent pas en avant comme pour Naël, c'est parce que je pense qu'il y a aussi une réaction peut-être plus intelligente par les Français que par les jeunes de cité qui étaient là pour tout casser par rapport à Naël. Moi je dis pas qu'il faut que demain on descende tous dans la rue pour tout casser pour Thomas. Moi je parle des réactions de certaines personnes que j'ai bien nommé les noms et on peut comprendre les autres personnes dont je parle. Nomme-les. Mais j'ai déjà dit encore. Oui. Je pas nommer leur nom plusieurs fois, ils méritent pas. Et non, pourquoi on va renommer. Pourquoi je veux que Mélenchon, à part pour dire, pour cracher sur Ciotti ou pour dire c'est l'extrême droite, c'est l'extrême droite quand c'est Naël et tout, et là. Parce qu'il est en campagne. Non, mais il est en campagne quoi, toute sa Mais oui, toute sa vie c'est la campagne. Toute sa vie c'est ramener son électorat. Je parle de tout le monde qui dit que c'est de la récupération d'extrême droite, de dire que ce qu'il dit en ce moment sur Thomas, alors que pour Naël tout de suite ça a été la police tue. Là, donc en fait pour Naël, la police on a le droit Mélenchon et tous ses potes. Donc là c'est la récupération, mais pour Thomas c'est pas de la récupération. Enfin, il y a deux points de mesure, en fait. Oui, il y a un double discours. Ouais. Mais c'est pas le double discours, il vient de l'extrême gauche. Mais le reste ne vient pas de là. Même des personnalités. Combien de personnalités qui sont venues pleurer sur les plateaux ? Naël, le pauvre. Alors que c'est un délinquant on rappelle, qui a d'obtempérer auprès de la police, combien des centaines en France. Qui a renversé quelqu'un la veille d'ailleurs. Qui a failli même renverser des personnes juste après. Enfin, je comprends pas. Parce qu'elle te l'a dit tout à l'heure, c'est parce que c'est la police qui l'a tué et la police représente l'État. Et donc du coup, mais bon, je suis d'accord avec toi que c'est vrai que... Je savais que tu allais être d'accord avec moi. Non, pour une fois, je suis d'accord avec toi sur le fait que... Vous avez un vote qui est quand même un peu similaire, tous les deux. Je m'étonne pas que vous soyez d'accord. Je crois que c'était un gaucho, moi, de base. Il avait la tête de François Hollande. Non, je pense que ça n'a pas été assez médiatisé dans le sens parce que ça n'a pas eu le fléau que peut avoir Naël sur les magasins cassés, sur les émeutes, etc. Ça n'a pas eu le fléau comme quoi certains prennent parti pour quelqu'un délinquant. Et donc c'est pour ça que ça n'a pas autant été médiatisé, je le pense. Mais après, aujourd'hui, il y a certains hommes politiques qui ont pris la parole, certaines personnes qui ont pris la parole aussi pour défendre cet acte, pour essayer de voir et de punir les malfaiteurs. D'ailleurs, Jordan Bardella, j'ai vu, il avait bien parlé. s'est désolidarisé de ce groupe, cette division Martel, alors que, bien évidemment, il vote extrême droite. Alors, vous avez vu aussi la nuance, on n'est pas sur de l'extrême droite, on est sur de l'ultra droite. C'est une nuance encore plus haute. On pensait pas qu'il y avait plus haut encore comme degré, mais il y en a. Si, les ultras sont même au foot. Il y a aussi des ultras. Oui, mais il n'y a pas les extrêmes. Mais parfois, les extrêmes au foot, souvent, c'est des extrêmes droites, etc. Ou des extrêmes gauches. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. D'ailleurs, à Lyon, ça me fait penser. Pendant le match de OM Lyon, où il y a eu des incidents, les supporters de Lyon
Ouais, bah il faisait des signes de singe, des signes nazis. Des signes nazis, dans le stade. Ouais. Dans le stade, donc il y a aussi cette essence-là. Alors, on parlait des ratonnades, des rixes qui ont été préparés par ces ultras. Je crois que Rachel, tu voudrais revenir sur peut-être un petit point de loi à propos de ces gens-là qui ont déjà été condamnés. Exact, sur les expéditions punitives d'extrême droite, ce sont des attaques violentes, souvent planifiées, menées par des groupes d'individus d'extrême droite. Elles visent à intimider ou à punir des personnes perçues comme étant des ennemis. Vous avez vu quand même que quand l'histoire s'est passée, Gérald Darmanin a décidé de finalement garder les noms des suspects pour lui. Il a décidé de ne pas les leaker sur internet, mais finalement ces groupes d'ultra-droite les ont trouvés, et même finalement les ratonnades dont on a entendu parler dans les médias, c'était vraiment pour aller les chercher dans cette cité de la Monnaie. Bon, c'est pas une cité marseillaise, on n'est pas sur les mêmes cités, mais ils sont partis les chercher pour ça. Pourquoi Gérald Darmanin il a décidé de garder ces informations-là, sachant qu'on va le dire et on va le nommer maintenant? La majeure partie des suspects avaient des noms à consonance maghrébine. Parce qu'il savait qu'il y allait avoir des répercussions au niveau civil. Il savait très bien qu'il allait y avoir des gens qui allaient se manifester dans la rue et peut-être même aller taper ces gens-là. Donc c'est quoi? C'est une stratégie de l'État pour préserver le climat social? Ouais, c'est légitime, je pense. Ils ont fait la même chose pour le policier. Ils ont caché. Ils ont pas divulgué le nom du policier qui a tué Naël. Donc après on l'a su. Après on l'a su, mais là c'est pareil, on l'a su après grâce aux réseaux sociaux. Quand il y a une enquête qui est en cours, faut pas divulguer tant que l'enquête n'est pas finie. Enfin, sinon ça tue le travail des enquêteurs. Ouais, et puis surtout ça tue les principaux concernés. Ça peut aller chercher des gens et les fracasser, quoi. Donc c'est, moi je pense, tout à fait normal de cacher ces noms-là pour que justice soit faite. Ouais. Mais la justice, j'allais dire judiciaire. Donc là, l'idée qu'il y a derrière cette stratégie de Gérald Darmanin, c'est de préserver la justice. Oui, mais c'est pas son de rôle. Préserver le climat social. C'est le premier flic de France, hein. C'est pas de préserver le climat social? Non, c'est le premier flic de France. Les deux. C'est-à-dire indirectement, il va le préserver le climat social. Quand Ben dit préserver le climat social, je pense que c'est juste pour pas mettre, Ouais, exactement. Pour pas faire une guerre civile, quoi. Mais c'est le premier flic de France. Évidemment qu'il va le faire. Pourquoi il le ferait pas? Elle est là la question. Et après, c'est pas normalement un ministre, il est détaché de tout ce qui est le pouvoir judiciaire, normalement, avec la séparation des pouvoirs. Un ministre n'a pas à donner le nom, n'a pas à donner les éléments de l'enquête. C'est au procureur de la République, si je me trompe pas, c'est ça? Au procureur ou à ceux qui dirigent l'enquête de faire peut-être des points en presse tous les jours, des points. Non, parce qu'il y a aussi la police qui est dedans. Il y a la police scientifique, etc. Oui, mais Darmanin, il gère aussi la police. Oui, mais ça reste quand même une enquête judiciaire et avec la séparation des pouvoirs. Enfin, ça a toujours été comme ça. Oui, il y a de ça aussi. Mais comme il y a la police qui est aussi dedans, alors il a un certain contrôle sur une certaine partie de l'enquête. Alors, on parle de ça, la justice a déjà fait son travail, puisque finalement il y a des suspects qui ont défilé dans ces rixes, ces ratonnades, ces expériences punitives, comme disent les médias. Expéditions, punitives, comme disent les médias, qui ont déjà finalement pris du ferme. Bon, on voit encore qu'une fois, 2 poids 2 mesures. Pour certaines choses, c'est rapide, mais pour d'autres, c'est moins rapide. Et même, on peut parler de la fille, l'influenceuse qui a parlé du bébé dans le four. Elle a pris du sursis. Ah oui, ça on peut en parler parce qu'en plus, pas ça. Mais je sais pas si t'as vu, alors ça c'est un truc de fou. C'est ton père qui est allé ? Petite anecdote. Non ? Ouais, mon père il est allé, mais moi je contacte le rédacteur en chef de TPMP, s'il nous entend. Ouais. Et je lui parle de cette affaire et je veux qu'il invite mon père le soir même pour que l'affaire soit médiatisée. Donc, rappelons quand même que ton père. Mon père c'est Samuel Benamou qui est vice-président. L'avocat pour la partie civile et qui est vice-président au CRIF et qui représente pour l'association de l'Observatoire. Ouais. Observatoire judaïsme européen, je crois. Exact. Et donc qui représente la partie civile de l'affaire. Et en gros, je contacte le rédacteur en chef de TPMP par le biais d'un copain et je demande à mon copain s'il peut pas l'inviter pour le soir après le procès. Et il me dit non, c'est pas prévu, etc. On invitera peut-être sûrement dans la semaine, on verra. Aucune réponse vraiment adéquate. Et le lendemain, c'est vendredi, l'émission. On voit qui? Il invite l'avocat de la partie adverse. Et je sais pas si vous avez vu l'émission TPMP pour ceux qui font pas Shabbat. Et du coup, l'avocat était odieux envers les chroniqueurs, envers sa cliente. Il disait que
que c'était normal, qu'elle était un peu soulagée, qu'on avait mal compris ses propos aussi. Qu'on avait mal compris ses propos. Et en fait, ce que les gens ne savent pas, je sais pas si vous avez remarqué dans la vidéo, il y avait marqué Fort Israël, etc. Pour Israël. En fait, elle a fait exprès pour que ça soit pas interdit. Le contenu vidéo, pour qu'il soit recensé et que ça soit plus médiatique. Donc déjà il y avait une intention. Après on a plus jugé sur ses paroles, mais on n'a pas jugé sur le fait qu'elle a enseigné l'apologie du terrorisme à son nom gosse, comme on le voit dans la vidéo, et tout ça n'a pas été dit, et l'avocat était odieux en mission. Et donc j'attendais qu'ils invitent mon père pour faire le contre-débat. Donc du coup j'attends. Merci pour cette anecdote. Non mais c'est vrai, c'est important. C'est important, c'est bien. En plus de ça, t'es vraiment au cœur de cette affaire. Ouais. Revenons quand même sur ce sujet-là. Là, on a eu une dizaine de personnes qui ont pris, en tout cas du ferme là, suite aux ratonnades. Comment on fait pour avoir en France des groupuscules néo-nazis qui sont encore en activité et qui, en plus, soutiennent l'extrême droite ? C'est pas normal. Mais, bon, je suis désolé, je fais toujours la comparatif, mais c'est la même chose que les groupes d'ultra-gauche, comme par exemple à Lyon, le truc antifasciste, je sais plus comment ça s'appelle, parti antifasciste, ou le NPA. L'Antifa. L'Antifa, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un peu la même chose. Enfin, comment il peut y avoir de chaque côté, en fait, des deux côtés, des groupes violents, des groupes racistes dans leur sens, chacun leur sens, quoi. Comment c'est possible en France qu'il y ait tout ça, qu'ils puissent encore manifester, qu'ils puissent encore défiler dans la rue. Enfin, comment, par exemple, là, à Lyon, je crois que c'était hier soir, il restait 150 dans la rue avec des battes de baseball. Comment la police, elle n'intervient pas ? Enfin... Ouais, et en plus de ça, avec des propos qui sont quand même très très répréhensibles, voilà, exactement. Là, on est sur des vrais propos racistes. Nous, on s'est insurgé des propos antisémites certaines fois sur des actions, des tweets, les réseaux sociaux, etc. Il faut aussi qu'on le fasse quand finalement ce sont des propos racistes. Et là, c'est le cas. Islam en dehors de l'Europe, on vient casser du bougnoul, on veut les poignarder, etc. Enfin, comment on peut avoir des gens comme ça dans nos rues ? Et en plus de ça, qui défilent comme des civils par centaines, masqués, avec des battes, etc. Je pense que la liberté d'expression aujourd'hui, elle est exacerbée. Ouais. Que on donne justement cette liberté d'expression-là à qui le veut et qui l'entend surtout. Donc, et puis, encore une fois, on revient, en tout cas pour moi, sur le même souci, c'est que... dans l'actualité, on veut faire de plus en plus sensationnel. Et la montée des extrêmes aujourd'hui, elle est due au fait, en tout cas, qu'on n'arrive pas à comprendre qu'en France, on peut avoir un équilibre. Je pense qu'il y a de plus en plus de Français qui pensent que la situation politique doit arriver à l'extrême pour pouvoir régler les problèmes de la France. Sauf qu'il faut comprendre que pas forcément, en fait. Et du coup... derrière, on sort dans la rue pour montrer que les extrêmes sont là et les extrêmes envahissent de plus en plus la France, sauf que c'est pas bon, chaque extrême n'est pas bon, qu'il soit de gauche ou de droite. Les extrêmes n'envahissent pas la France non plus, enfin, c'est juste des groupes de 150, 200 personnes, c'est pas la France. Ouais, mais Marine Le Pen, elle a quand même fait 22% aux dernières élections. Marine Le Pen ne représente pas que ces personnes-là, c'est pas que des personnes comme ça qui votent Marine Le Pen. Mais j'ai pas dit ça, je te dis que l'extrême, qu'il soit de droite ou de gauche, est en train de prendre de plus en plus d'ampleur en France. Et c'est vrai. Oui, mais après, il faut vraiment définir ce que c'est extrême et pas extrême. LFI, extrême LFI, gauche. c'est extrême gauche. Et pas le FN, comment il s'appelle ? Le RN. Le RN, extrême droite. C'est eux qui prennent de plus en plus de place dans l'espace politique en France. Oui, ils prennent l'espace parce que les autres solutions n'ont pas marché. Enfin, on l'a vu avec Macron, on l'a vu avec les autres précédents, ça n'a pas forcément marché. Je dis pas que c'est pour eux qu'il faudrait voter ou pas, mais pour moi, un Rassemblement national et les Républicains, il y a plus vraiment de frontières. Ouais, donc c'est-à-dire que si tu me dis que le Rassemblement national est d'extrême droite, les Républicains un peu aussi. Alors non, alors ça c'est parce qu'on a dit non, mais on a pas parce qu'on a dit oui, Marine Le Pen est extrême droite, Mélenchon est extrême gauche, qu'il n'y a pas d'autres trucs qu'on dit qui sont démocratiques, qui rentrent dans l'arc républicain, etc. Oui, mais alors à ce moment-là, on rentre dans la définition d'un parti politique. Si tu veux, aujourd'hui, les partis politiques se sont complètement explosés. Le PS n'a plus fait de chiffres depuis très longtemps. Les Républicains, à l'époque, l'UMP, pareil. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de... Oui, mais ça, c'est les résultats de Macron. Des partis sont dissous, des nouveaux partis sont créés ou ont pris une nouvelle entité. C'est juste le résultat de l'élection de Macron. L'extrême droite d'aujourd'hui n'a pas la même portée que l'extrême droite d'avant. Les idées n'étaient pas les mêmes. Le changement... Oui, mais comme les Français ont vu avec Emmanuel Macron que il n'y avait pas forcément de solution miracle avec un entre-deux, les extrêmes remontent et
alors ça c'est encore un avis qui est personnel, je mets pas mon rôle de journaliste là-dedans, mais je pense que Macron a complètement éclaté les partis politiques de droite et de gauche et a renforcé les extrêmes en étant au pouvoir aujourd'hui. Mais ça c'est un avis qui est personnel. Moi je pense que, je vais peut-être dire n'importe quoi. Jamais. Parce que je suis pas hyper calée en politique, mais moi, là, de ce que vous dites, ce qui ressort, c'est qu'en fait, à l'heure actuelle, en France, on a un système politique qui est binaire. Et je trouve que c'est... Après, est-ce que c'est dû à Macron ou quoi, j'en sais rien, je suis vraiment pas calée sur le bail, enfin, sur le sujet. Je ne suis pas non-binaire. Non, mais en politique, du coup, bah oui, parce que j'appartiens ni à l'extrême gauche, ni à l'extrême droite, et pour des gens comme moi, c'est hyper frustrant, parce qu'on sait pas où se positionner, en fait. Donc demain, il y a des élections, moi, je veux voter pour aucun des deux, tu vois. Vote d'écolo, moi. Bah oui, mais ils sont antisémites, apparemment. En plus, je vais vous précéder une question que je voulais vous poser, parce que finalement, quand on écoute par exemple la réaction des partis politiques sur cette affaire-là, sur la mort de Thomas, que ça soit Éric Ciotti, que ça soit Marion Maréchal Le Pen, que ça soit Jordan Bardella, on a quasiment mot pour mot les mêmes discours avec les mêmes positions. Comment on fait pour s'en sortir ? Est-ce que finalement Marion Maréchal Le Pen, donc le parti d'Éric Zemmour, est-ce que finalement c'est une alternative de Marine Le Pen ? Non, c'est pas forcément une alternative de Marine Le Pen. C'est vrai que sur certains sujets, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se ressemble, les Républicains, Zemmour, Rassemblement National. Après, il y a quand même certains qui sont plus extrêmes que d'autres sur d'autres sujets, parce que heureusement, sinon ce serait qu'un seul parti politique qui serait entendu ensemble, qu'il y a quand même certaines limites et tout. Après, pour moi, de l'extrême droite, c'est pas forcément une Marine Le Pen. Pour moi, c'est un Florian Philippot. Pour moi, c'est un Asselineau, là, ce malade mental, qui veut sortir de l'Europe. Enfin, pour moi, il y a de plus grands fous. Je sais pas si vous lisez ce que dit Philippot et ce que dit Asselineau sur Israël, sur les Juifs, ils sont là en train de dire, c'est pas tout, on a vu ce qu'a dit De Villepin. Sur la domination financière de la culture, des médias et tout. C'est exactement ce que dit en fait l'extrême droite et ce qu'a dit aussi l'extrême gauche. Et quand je parle d'extrême droite, du coup, je parle de Philippot, d'Asselineau, qui sont vraiment, eux, de vrais complotistes et de vrais border sur certaines choses. Et qu'est-ce que tu en penses du nouveau président de l'Argentine ? Il a été béni par le Rafinto, j'ai vu ça. Waouh. Ouais, il est allé au Rabat à New York aussi. Ouais, il est parti sur la tombe du Rabbi. Ouais, mais alors ça, ces photos-là, parce que ça peut être des photos d'avant qu'on a ressorties juste après les élections. Enfin, il est en conversion pour le judaïsme. Mais après, lui, je peux pas me positionner, je connais pas du tout ce qu'il a fait. C'était une blague. Il aime beaucoup les tronçonneuses. Apparemment. Mais et la mafia aussi. Non, mais c'est un anti-système, lui. Tu peux parler dans un micro, s'il te plaît ? C'est un anti-système, comment il peut être béni par quelqu'un ? Il est pas antisémite. J'ai dit anti-système. Oui, mais alors pourquoi il serait pas béni par le Rav Pinto ? Je comprends pas. Quel rapport ? Bah parce que quand t'es anti-système, t'es anti-tout. Tu sais que les meilleures viandes cachères viennent d'Argentine. Hein. C'est peut-être ça aussi. Et il y a des McDo cachères en Argentine aussi. C'est pour ça, je sais pas. Allez, revenons sur le sujet, les amis. Moi, je vous pose quand même une question. Là, la division Martel, c'est un groupuscule néo-nazi. On pourra me dire peut-être que c'est une parenthèse, un petit moment... peut-être d'égarement de notre société, mais c'est quoi la suite quand ils viennent dans les rues pour finalement dire que l'islam doit être dehors ? Enfin, est-ce que les juifs sont les prochains ? Ne vous battez pas. Est-ce que les juifs sont les prochains ? Non, parce que je pense que juifs maintenant qu'on a l'État d'Israël, maintenant qu'on a une vraie parole politique, de vraies associations, je pense pas qu'il puisse arriver ce qui est déjà arrivé dans le passé. Donc non, on sera pas les prochains. Et pourtant, je pense qu'il faut défendre dans les rues pour sortir les musulmans de France. Non, mais pas les islamistes, c'est les musulmans. Non, mais nous en tant que juifs, vu ce qu'on a vécu, on se doit de défendre ces musulmans. Exactement. Bien donc sûr. Voilà, donc c'est important de bien faire la frontière entre musulmans et islamistes. Moi, je pense qu'on devrait être inquiété. On doit être inquiété, mais pas en tant que juif, en tant que citoyen français. Les deux, en général. les deux, en tant que citoyen juif français. Non, moi je suis totalement contre ce que tu dis, Jonas, parce que de toute façon, l'histoire a montré que peu importe ce qui se passe sur Terre, c'est toujours la faute des juifs. Donc là, je pense qu'un moment viendra où l'ultra-droite se dira si les musulmans, on n'arrive pas à les mettre dehors, entre guillemets, peut-être que les juifs, on va y arriver, ou je sais pas. Non, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut... je pense pas que ça arrivera maintenant, je pense pas que ça arrivera aux juifs maintenant, je l'espère pas.
même si en vrai, ce que disent les prophètes, si on en tient, au moins il y aura une petite minute Torah dans cette émission. Ce que disent, c'est que Ishmaël, donc du coup l'islam et l'Occident et ça vont se rencontrer. C'est un peu les parachutes du moment. Comme quoi la Torah elle est toujours d'actualité. Pour se retourner contre nous, donc peut-être que ce que tu dis, tu as raison, parce que c'est un peu ce qui est dit dans nos textes. Je pense que juste il faut qu'on fasse attention à ces groupes qui maintenant attaquent les musulmans. Ça peut ressembler un peu à ce qu'on a eu avant, donc il faut faire attention et il faut se positionner en tant que citoyen. Moi, ça, en fait, je dis en tant que citoyen, on s'en fout en fait des religions. En fait, il y a un vrai problème qui est un peu dans le monde, mais surtout en France. On met les religions trop en avant. En fait, on est français avant tout. Je ne veux pas revenir sur le débat qu'on avait eu au tout début de cette émission, mais on est français avant tout. Quand il y a un autre français qui est attaqué, on se doit de défendre. Je suis d'accord. Complètement. Et moi, personnellement, ça m'inquiète de voir que des personnes de l'ultra-droite se mettent contre les musulmans. Mais en tant que juif. Oui, mais voilà, mais c'est exactement ce que je te dis. Moi, je dis en tant que français, en général, juif, chrétien, musulman, athée, ce que tu veux, on se doit d'être contre ces personnes comme on est contre l'extrême gauche. Parce qu'eux ne font pas la distinction, justement. Non, mais moi, je trouve que c'est important. Enfin, il y a quelques semaines, quand il y a eu la marche contre l'antisémitisme, on était tous déçus de savoir qu'il n'y avait pas tant de musulmans que ça qui avaient marché avec nous. Et d'ailleurs, quelqu'un avait posé la question de est-ce que si demain il y a une marche contre l'islamophobie, est-ce qu'on irait ou non ? Et je pense que justement, c'est important en tant que citoyen français de se tenir contre ça, mais aussi en tant que, comme tu disais Rachel, en tant que citoyen juif français. Au même titre que nous, on aurait aimé entendre plus de voix musulmanes se lever, on est contre l'antisémitisme, que nous, en tant que juifs, on se lève aussi contre l'islamophobie. Après, ils sont un peu sémites aussi, donc tu vois, ça... Non, mais en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'on met trop en avant qu'on est juif, trop en avant qu'on est musulman, trop en avant qu'on est chrétien ou qu'on est rien du tout, pour défendre certaines causes ou certaines causes. Non, on est français, il y a une communauté nationale de citoyens français qui doivent défendre, qui doivent se tenir debout contre l'antisémitisme, comme contre l'islamophobie, comme tous les racismes qui existent en France. Et ça t'a pas peiné, toi, qu'il y ait eu que des juifs quasiment à la marche contre l'antisémitisme et des élus ? Oui, non, c'est sûr, mais ça a toujours été le problème qu'on a eu, toujours quand il y a des trucs contre l'antisémitisme, c'est les juifs et les élus pour se faire bien voir qui... Sauf que là, oui, par rapport à d'autres années, je trouve qu'il y a eu pas mal aussi de personnes de d'autres religions, etc., qui étaient présentes à la marche. J'ai parlé à beaucoup de non-juifs pendant cette marche. Non, mais oui. Pas faire de... Non, mais il disait, est-ce que ça l'a pas peiné qu'il y ait une majorité, le fait est qu'il y avait quand même une majorité de juifs. Je crois que les chiffres disaient que c'était entre 2 et 5% de musulmans pendant la marche contre l'antisémitisme. Oui, bien sûr, les chiffres de Robert Ménard. Tout à fait. Je voudrais quand même vous poser une dernière question parce que on le voit, la montée de l'extrême droite en Europe, on l'a vu aux Pays-Bas très récemment avec le nouveau Premier ministre. Est-ce que vous voyez l'extrême droite au pouvoir en France ? Est-ce que Marine pourrait potentiellement passer ou un Jordan ? Oui. Oui. Ouais. De toute façon, je pense qu'au second tour, ça se jouera entre Jean-Luc Mélenchon. Non, ça je suis pas d'accord. Non, Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'il a... Vous êtes hyper optimiste. Moi, ça me choquerait pas qu'il y ait les deux extrêmes. Oui, exactement, les deux extrêmes au second tour. Je pense pas. Oui, quelqu'un de LFI. Parce que là, si c'est ça, là, c'est grave. Mais c'est ce qui est en train de se passer. Là, tu regardes la politique en France, c'est les deux extrêmes. A essayé de monter, etc. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, en fait, on verra la tendance là dans 6 mois. Je crois qu'il y a les européennes, on verra un peu la tendance. Les européennes, justement, Bardella est en. Non, mais moi, je te parle par rapport. Non, mais ça, on le sait que l'extrême droite sera soit premier, soit deuxième. Parce que ça fait des années ça, mais pour voir si vraiment Mélenchon ou d'autres partis d'extrême gauche seront bien représentés ou pas. Non, je pense pas. Mais je pense pas. Mais est-ce que ça vous inquiète parce que là vous êtes plutôt d'accord qu'il y ait finalement peut-être une probabilité pour que Marine soit au pouvoir. Est-ce que ça vous inquiète ou pas du tout ? Au contraire, est-ce que vous êtes partisan vous de ce parti-là ? Non, c'est inquiétant. Non, pas du tout, c'est hyper inquiétant. Moi ça me choque pas. Elle a été biberonnée au nazisme. Je suis pas partisan de Marine Le Pen. Pour moi ça me choque plus un Mélenchon qu'un Le Pen. Moi par exemple un Jordan Bardella. Qui serait Premier ministre, ça me dérangerait pas. Pourquoi ? Je trouve que, on l'a dit tout à l'heure, que l'extrême droite n'a pas les mêmes valeurs que l'extrême droite il y a à l'époque. Et au contraire, ils sont en train de se détacher. Je dis pas que je suis partisan à fond de tout ce qui pense l'extrême droite, mais sur certaines idées que je rejoins. Et je trouve que le discours et les tenants d'imposition que a Jordan Bardella sont plutôt
On n'est pas sur de la stratégie de communication. C'est une stratégie de communication, évidemment. Tout le monde et tous les hommes politiques sont opportunistes, évidemment. Mais je trouve que ça fait longtemps que Jordan Bardella, avant ce qui se passe le 7 octobre ou avant ce qui passe, les drames qu'il y a eu Naël, etc., avait déjà des discours qui étaient déjà à se dissocier du passé de l'extrême droite qu'avait le père de Marine Le Pen. Bon, si je peux juste dire un truc, faut pas être analyste pour dire que Marine Le Pen va sans doute passer au second tour dans les prochaines élections présidentielles. Je sais pas, on verra ce qui va se passer d'ici là. Ça me paraît peu probable. En tout cas, moi, ça me paraît peu probable qu'elle n'y soit pas. Par contre, il y a un truc que je suis moins d'accord avec Léo là-dessus, c'est avoir un Jordan Bardella au pouvoir ou l'extrême droite en général au pouvoir. Pour moi, qui est vraiment contre les extrêmes, quels qu'ils soient, c'est pas bon. C'est pas bon parce que dans tous les cas, il va avoir un vrai problème, quelle que soit la religion dans laquelle on est, pour pratiquer justement notre religion, que ce soit la gauche ou la droite. Et en tout cas, j'ai une seule chose à dire pour le coup, au point de vue politique, puisqu'on est dans une émission de jeunesse, on parle à la jeunesse. Quand vous allez voter, si vous avez 18 ans, lisez les programmes d'abord. Parce que c'est les programmes qui aujourd'hui font que on peut comprendre la politique de quelqu'un et qu'on va avoir les vraies actions de quelqu'un en politique. Donc avant de voter, renseignez-vous, lisez les programmes. On présentera tous les... Si tu veux, on fera une émission, on présentera tous les... Tout le monde ? Ouais. Les plus intéressants. Les représentants. Et pas plus Zemmour qu'un autre, hein. Quoi ? Pas plus Zemmour qu'un autre. Non, si tu veux, on présentera Bardella, si tu veux. Mais ouais, non, lisez vraiment les programmes parce que c'est ultra important de savoir pour qui on vote. Allez, on va finir ce débat sur ce conseil-là. Merci les amis pour ces retours et ce débat. Je vous propose qu'on passe immédiatement à la Minute Culture. La Minute Culture. Minute Culture, Lisa, tu as décidé de nous parler d'un événement qui va vite arriver à Marseille et qui nous concerne tous, l'arrivée de la flamme olympique sur notre vieux port. Oui, alors du coup on a récemment appris que la flamme olympique arrivera sur Marseille en mai 2024 prochain. Donc premièrement, il faut savoir que dans l'Antiquité, les Grecs considéraient le feu comme un élément d'origine divine et avaient l'habitude de faire brûler un feu en permanence devant les principaux temples. C'était notamment le cas dans le sanctuaire d'Olympie où se déroulaient les Jeux olympiques de l'Antiquité. De ce fait, le relais de la flamme est une tradition incontournable qui nous plonge dans les racines des Jeux. La première torche du relais de la flamme olympique de Paris 2024 sera allumée le 16 avril 2024, selon la tradition antique, à l'aide des rayons du soleil lors d'une cérémonie dans les sanctuaires d'Olympie, en Grèce, où se dérouleront les Jeux olympiques. De la Péloponnèse, la flamme olympique rejoindra Athènes pour embarquer à bord du Bélème et traversera la mer Méditerranée. Elle arrivera donc à Marseille le 8 mai 2024 et c'est là qu'elle débutera son épopée en France. Il y aura 28 sports olympiques et 4 capitaines ont été désignés pour être les ambassadeurs du relais de la flamme olympique. Il s'agit des champions de natation comme Laure et Florent Manodou, ainsi que Dimitri Pavadé et Mona Francis. Je croyais Dimitri Payet. Dimitri Payet, il porte très peu de flammes. C'est bien, c'est ultra informatif pour le coup. J'aime bien. Super, merci pour cet avis à chaud. Alors aussi une information importante, c'est que vous savez que nous, Fonds Social, on organise chaque année le prix Mizrahi, c'est la 4e édition. Prix Mizrahi, on donne la possibilité à des jeunes étudiants de rencontrer des rescapés de la Shoah. De pouvoir en fait discuter avec eux, échanger, récupérer des anecdotes et en fait on donne la possibilité encore une fois à ces jeunes de travailler sur ce travail de mémoire, de travailler sur le rendu et de faire quelque chose d'original, que ça soit un support pédagogique pour nos écoles, pour les écoles partenaires, etc. En plus cette année on a le rectorat d'Aix-Marseille qui sera partenaire de l'événement. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le ou la gagnante du prix Mizrahi sera le 8 mai à Marseille sur le Vieux-Port pour l'arrivée de la flamme olympique et aura le privilège de la porter. Voilà, grâce au prix Mizrahi et donc grâce à, encore une fois, un travail du Fonds Social. Les amis... C'était la minute promo avant l'heure, là. Ouais, c'est ça. Les amis, je vous propose qu'on passe tout de suite à la minute pic d'audience. Léo, tu as décidé de travailler sur un autre débat que celui de ce soir, parce qu'en fait on se posait la question en préparant l'émission. Là cette semaine il y a eu une super actu qui dressait le classement des villes les plus impolies de France, et bien évidemment comme vous pouvez le penser, et je pense même que je vais vous choquer parce que Marseille n'est pas à la première place.
mais à la 2e place. On est très fiers, je crois que c'est 9,26 sur 10 dans la notation des gens qui ont répondu et qui ont dit qu'effectivement il y avait incivilité, bruit, nuisance, saleté, etc. Donc Marseille est voilà, fièrement à la 2e place de la ville la plus mal polie de France. Et la première, il me semble que c'est Toulouse ou Lyon. Lyon, ouais. Lyon, je crois que c'est Lyon, surtout depuis les ratonnades. Au moins ils sont premiers à quelque chose, hein, Lyon. Pas mal, voilà. Et je crois que c'est exactement le nombre de points qu'ils ont en Ligue 1. Léo, donc tu as décidé de travailler sur ce sujet-là et revenir sur les gros mots. Ouais, plus sur l'origine des gros mots, c'est bien ça mon couillon. Non, bah déjà le mot couillon, parce que certains savent d'où vient le mot couillon. Bah ça vient de Ben en fait. Non, parce que le terme couillon signifie avant tout les testicules de petite taille. D'accord. Et donc c'est une atteinte à la virilité pour les hommes puisque cette insulte désigne une personne sans courage. Donc c'est Benjamin Silbon. Par exemple, si je vous fais ce signe-là, un doigt d'honneur. Connaissez-vous l'origine? Guerre de Santa. Exactement. Oui, c'est vrai. Ah oui, si tu sais. En fait, c'est durant la guerre de 100 ans, les artilleurs anglais tiraient avec ce doigt-là. Et lorsque les Français attrapaient les artilleurs anglais, ils leur coupaient ce doigt. Et les Français montraient aux Anglais qu'ils pouvaient encore tirer, donc ils leur faisaient ce signe-là. Dis ce que c'est Archer. Archer, en gros, c'est des archers. Des archers, voilà. Enfin, ceux qui tirent avec un arc, parce qu'à l'époque, les Anglais avaient ce qu'on appelle des longbows. C'est des arcs à flèches qui sont énormes, qui font la taille d'un homme. Et en fait, eux pouvaient tirer assez facilement par rapport aux Français qui, eux, sans leur doigt du milieu, ne pouvaient pas tirer. Excusez-nous, c'est pas du tout votre minute. Hein. Ouais, non, mais ça définit le prochain mot, emmerdeur. C'est ce qui signifie les excréments. Le mot emmerdeur signifie recouvrir d'excréments. Au sens figuré du terme, ce gros mot désigne quelqu'un qui ennuie ou qui énerve les autres. Pourquoi je prends cher dans cette émission? Je comprends pas là. Voilà, sinon vous voulez un autre mot, par exemple, je peux vous donner le mot baiser. Par exemple, tu t'es fait baiser ou encore je te baise la gueule. À l'origine, le verbe baiser signifiait simplement donner un baiser. Ouais. S'embrasser, du mot latin baciare. Et petit à petit, le terme a pris son sens ambigu et désigne l'action de faire l'amour sans être lié à son partenaire par des sentiments particuliers. Par exemple, en ancien français, le mot baiser a aussi une autre origine, celle de tromper, du mot latin boiser, comme objectif de baiser. Voilà. Après, je peux donner un autre mot si vous voulez. Heureusement que cette émission n'est pas retransmise. Hein. Est-ce que vous voulez l'origine d'un mot? Je sais pas moi. Vous voulez connasse? Ça je sais. Dis-moi. Alors, je crois que con à l'époque, ça voulait dire l'engin de la femme. Alors, c'est plus ce côté prostitué. Connasse peut-être, mais con. Ah, con, ok. Con, si tu l'as. Connasse, c'est dans l'argot des truands, connasse signifiait des prostituées sans souteneur ou simplement des femmes insignifiantes, sans caractéristiques précises, indignes d'être convoitées. Sexiste, hein. Après, il y a le mot bâtard, c'est par rapport au père. Jon Snow, si tu veux. Tout à fait. Sinon il y a quoi d'autre? On va pas tous les faire parce que le problème c'est qu'on va peut-être être viré de la radio après. Lui il a cru que c'était une. Ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Il avait parfaitement cette injonction. Apparaît pour la première fois dans quelle pièce? Dans le Bourgeois gentilhomme. Oui, voilà. Et oui, Molière. Culture. Quand Monsieur Jourdain s'étonne que ta gueule, Nicole, soit de la prose, cette expression est employée pour couper court à une discussion. Donc Benjamin, ta gueule. Merci. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Léo pour cette minute. Je sais pas si c'est une minute qu'on gardera. Le jus verbal. Non mais c'est par les langues qu'on apprend les gros mots. Je vous donne un exemple, un gros mot en italien. Inarrêtable. Finocchio, ça veut dire quoi? C'est un enculé. Alors, ça veut dire un gay, un enculé, etc. Mais aussi, ça veut dire quoi? Fenouil aussi. C'est sûr, c'est vrai. Ça veut dire fenouil. Super. Donc tes insultes te permettent de commander des plats au restaurant? Comment? Pardon? Comment? Il mange le cédère avec un Finocchio. Les amis, il faut qu'on finisse cette minute ici parce que sinon, déjà on va se faire virer de l'émission. Voilà, j'ai fini mon. Mais c'est important de savoir l'origine des gros mots. Tu pars en beau, t'es frérot. En tout cas, quand même pour terminer, moi c'est aussi mon coup de cœur, c'est que Nicolas Cage avait fait une série avec en fait des petits épisodes et en fait à chaque fois il traite un gros mot et il rappelle comme toi tu l'as fait. Très maladroitement je vais dire en fait l'origine de ces mots là et comment en fait on les a employés à l'époque et c'est Nicolas Cage qui le fait donc si Nicolas Cage le fait
Voilà. Bah oui, mais je remercie aussi Nathan d'avoir joué l'emmerdeur. J'ai fait un point d'histoire dans cette minute, écoute. Bravo. Merci pour cette minute pic d'audience. De rien. Et on passe immédiatement, sans transition bien sûr, à la minute e-sport. La minute e-sport. Allez. Minute e-sport ou minute français, on ne sait pas. Ah ben, Hein on revient sur le champ lexical de la minute. Voilà, exactement. Là, Un autre tu as champ, cette décidé, Nathan, de revenir sur finalement le champ lexical utilisé dans le e-sport. Et bah, nous t'écoutons. Ben, écoute, on parle beaucoup d'e-sport à chaque fois. Je fais souvent des chroniques e-sport. On a fait quelques chroniques au début pour expliquer ce qu'était l'e-sport. Mais souvent, quand on voit un vrai gamer parler d'e-sport ou quand on va en événement, en event, on sait pas ce que c'est. On comprend rien. C'est du chinois. Kezako. Voilà, exactement. Donc Kezako, aujourd'hui, on va un peu expliquer 2-3 termes assez basiques sur de l'e-sport pour comprendre ce qu'est les termes de l'e-sport. Ben justement, je parlais d'event. Qu'est-ce que c'est un event ? Un event, c'est un événement, littéralement. C'est ce que ça veut dire en anglais. C'est le nom donné au tournoi. Il dure entre 2 jours et 1 mois, avec notamment quand même des jours de repos pour les plus longs. Ces derniers donc sont les compétitions les plus suivies sur Twitch et YouTube. Les events, c'est les gros événements. Un pro player. Qu'est-ce que c'est un pro player ? Un pro player, c'est un joueur professionnel. Ce sont les stars en général de l'e-sport. Certains sont érigés au rang de légende, d'autres tombent dans l'oubli. Je vais vous donner quelques noms. Cabochard, Ansama et même le Bordelais Soaz sont tous des joueurs reconnus de la scène professionnelle de League of Legends. Voilà, c'est des noms que je fais du name dropping. Avec le geek. Le geek. Le pro player. Oui, exactement. Oui, c'est vrai. Un pro player est quelqu'un qui joue aux jeux vidéo de façon professionnelle. Bon, il y a aussi d'autres name dropping, Petit Drogo Yogo, qui s'illustre sur le jeu StarCraft 2, notamment un jeu de gestion en temps réel. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans les tournois. On a un minor. Donc, qu'est-ce que c'est un minor ? Un minor en anglais, ça veut dire juste un mineur. Voilà. En français, c'est un tournoi régional. Ils permettent donc à leurs vainqueurs, aux vainqueurs du minor, l'accès à un major et surtout donnent une idée du niveau des équipes qui s'affrontent durant l'événement. Un major, c'est quoi ? Mais voilà, c'est quoi ? Et justement, c'est quoi un major ? Un major, ce sont les tournois les plus importants. C'est en fait en général quand vous en remportez un, vous entrez directement dans l'histoire. Un major, c'est surtout l'événement qui vous fait rester debout jusqu'à 4h du matin un jeudi. C'est aussi les finales de ces tournois qui sont suivis par des dizaines de millions de personnes. Notamment, l'année dernière sur League of Legends, il y a eu plus de 91 millions de personnes qui ont suivi en même temps cette finale. Mais évidemment, donc dans des tournois, on a quand même quelque chose à gagner. On a un cash prize. Alors qu'est-ce que c'est quand même un cash prize ? Un cash prize, c'est une dotation. C'est l'argent que l'on remporte après une victoire en tournoi. Ces récompenses peuvent aller de quelques centaines d'euros à plusieurs millions en fonction du tournoi et surtout du portefeuille de l'organisateur. L'e-sport, c'est surtout de plus en plus pris au sérieux. Le comité olympique est même en train de se demander s'il ne va pas lui faire une place sur le programme des JO de Paris 2024. Une chose est certaine, ce ne sera pas en compétition officielle. Le CIO a tranché, je cite, « C'est prématuré, certains jeux électroniques ne sont pas compatibles avec les valeurs olympiques et par conséquent, toute coopération avec ceux-ci est exclue. » On note quand même qu'en 2022, Emmanuel Macron a annoncé les Trackmania Games, qui sont une compétition qui seront en même temps que les JO pour les JO en 2024 à Paris, et qu'on a aussi une compétition e-sport des JO de 2024, mais qu'elle ne rentre pas donc dans ces valeurs olympiques. Pourquoi pas peut-être donc en 2028. Bravo. Bravo, merci. Est-ce que ça nous a éclairci ? Je pense, j'espère. C'est bien. Non ? Si. Faut être honnête, sinon... Non, tout à fait. On refait. C'était basique. Oui. C'était basique. Oui. Toi, tu joues, toi ? Ok, très bien. Les amis, transition parfaite. Passons à la minute food. La minute food. Eva, tu as décidé de créer une minute dans cette émission. Alors, ne pense pas que c'est ton émission et que t'en fais ce que tu veux, ok ? Non, je préfère le dire quand même, parce que certains ont pris la porte. Je rigole. Tu as décidé d'intituler cette minute Galette. Oui. Incroyable. Nous t'écoutons. Alors, c'est bientôt Hanouka, donc dans 8 jours. Mm-hmm. Et donc, on pense forcément aux sauve-gagnottes de Mamie Charlotte que Papy Maurice va manger.
Mais on va pas du tout parler de soufganiyot, du coup on va parler de latkes. Je sais pas si vous connaissez les latkes. De quoi Les latkes. Ouais, non. Alors on critique très souvent on critique souvent les hachkés, mais ça c'est très bon. Les latkes, c'est des galettes de pommes de terre râpées et frites. Mais on va d'abord parler d'origine, puisqu'on va pas seulement parler de bouffe. C'est des petites galettes du coup qui signifient bien plus que cholestérol. Ça remonte à l'époque du temple, qui a été... on connaît tous l'histoire avec le miracle et tout ça. Et c'est avec cette petite quantité d'huile que nous, on va porter mémoire avec ces latkes-là. La friture des latkes, elle va rappeler le miracle de la vie et l'importance de la lumière dans nos vies. Oh. Et la forme ronde des latkes, elle va rappeler aussi le cycle continu de la vie et l'éternité. Donc voilà. Et les 8 jours, c'est le temps de digestion. Exactement. Et en général, on fête Hanouka, on mange ces latkes-là, on peut les manger en famille, entre amis, et on peut manger ça avec de la crème ou de la compote de pommes. Et c'est très bon. Bravo. Tu peux manger sucré, ouais. Et d'ailleurs, on peut les faire aussi avec on peut faire, alors de base, c'est des patates, mais on peut faire aussi avec de l'oignon, des courgettes, de la patate douce. Très bon. Ah ouais, non, ils font pas des choses très bien, les hachkés, mais ça, en tout cas, c'est... Ouais, à l'orange, c'est une dinguerie. Ah oui. Mais du coup, t'es ashkenaz ? Oui, bien sûr. C'est pas Tafora, c'est vraiment ashkenaz. Vraiment, ouais. Voilà. Bon, comme quoi, la culture culinaire ashkénaze... Elle sert parfois, ouais. Ouais, je suis pas... une galette de pommes de terre, je suis pas aussi emballé que toi, que moi. C'est très bon, les galettes de pommes de terre. Tu veux quoi avec ta soupe de pommes de terre, là ? C'est avec de la crème, un peu de ciboulette et tout ça. Oui, mais c'est avec quand tu m'as dit confiture de pommes. Bah après, ça dépend des goûts de chacun. Tu fais de la patate douce. Force à mes frères ashkénazes, vraiment. Force à mes frères ashkénazes. Ah, soit sucré, soit salé. Oui. Moi, je pense que tu devrais tous nous inviter en cuisiner pour qu'on soit tous d'accord et qu'on soit d'écart. Les amis, Tzedakado, c'est un événement qu'on a mis en place avec tous les mouvements de jeunesse il y a maintenant 4 ans. C'est la 4e édition cette année. Tzedakado, toutes les écoles sont partenaires. Les parents peuvent déposer des cadeaux qui n'ont plus la nécessité vraiment qui sont en très bon état, voire neufs, pour les offrir finalement aux parents qui sont bénéficiaires du Kazim. Pourquoi c'est important ? Parce que finalement ils viendront les chercher le 6 décembre ici au Fonds Social pour pouvoir les offrir et avoir le privilège de le faire à leurs enfants pour Hanouka. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voyez les petites affichettes dans les écoles, ramenez les cadeaux, faites en sorte que finalement des parents puissent avoir le privilège d'offrir des cadeaux à leurs enfants, surtout pour Hanouka, ceux qui n'ont pas les moyens. Et voilà, surtout n'oubliez pas que même si pour vous c'est un cadeau inutile, peut-être un jouet dont personne ne se sert, ça peut faire le bonheur d'une famille et d'un enfant peut-être qui n'aura pas la joie de manger des latkes et de jouer à des jeux. Donc voilà les amis, Tzedakado, n'hésitez pas à donner vos cadeaux, vous l'avez au sein de toutes les écoles de Marseille, les écoles juives de Marseille. Les amis, je pense qu'on peut clôturer cette émission. Petit big up à Karine Dudège quand même qui insiste sur le fait que c'est son idée que vous lui avez volée. Oui, c'est vrai. Ouais, exactement. Merci. Les amis, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Radio Jeunesse Marseille by Noé. Vous pouvez nous retrouver bien évidemment en live sur Radio JM tous les dimanches à 17h, sur YouTube en replay et sur Spotify, Radio Jeunesse Marseille by Noé. Merci à tous les amis et à la semaine prochaine. Okay.